Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Pouvoir shooter depuis notre canapé, c'est quand même franchement le top. Pouvoir shooter même quand on n'est pas chez soi, c'est encore plus le top, c'est ce qu'on appelle du remote. Vous savez que j'ai mis ça en œuvre avec mon télescope de 300 que je peux piloter à distance et je pense que c'est quand même un peu le temps de vous passer un petit peu toute mon expérience après à peu près 1 an et demi donc d'utilisation. Pour ça, je vous propose donc d'attaquer une nouvelle série d'épisodes. On va parler de la première chose, c'est-à-dire pouvoir piloter votre setup avec votre setup dans le jardin. Ce qui va aller très naturellement en fait sur la question de pouvoir se mettre son télescope, j'ai envie de dire en poste fixe chez vous. Et puis ensuite, on va parler de la question d'un remote pur. Donc ce sera une deuxième étape, il y a plus de configuration, etc. Et puis il y a des petites choses à rajouter un petit peu à l'opération. Mais globalement, voilà, de procéder étape par étape. Et ensuite, dans un troisième temps, on parlera de pourquoi déménager votre télescope dans un lieu encore plus propice. C'est bien évidemment, si vous avez la possibilité de mettre votre télescope dans votre jardin parce que vous êtes en pleine campagne et que vous avez un ciel fabuleux, c'est le top. Mais sinon, il faudra peut-être éventuellement songer à héberger votre télescope. Alors ça, c'est des sujets qui ont déjà été abordés, mais je vais quand même vous partager mon expérience. Mais je vous prévois un épisode aussi de toutes les emmerdes que j'ai pu avoir et de comment les éviter. Et il y a énormément de petits trésors dans cet épisode. Donc voilà, ça va être plusieurs épisodes qu'on va faire au fur et à mesure de ce semestre. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment faire déjà avec votre setup pour pouvoir le piloter tranquillement depuis l'intérieur de votre maison en plein hiver. On va donc parler de l'alimentation, on va parler de comment le piloter à distance et on va parler aussi un petit peu quand même de la sécurité du setup parce qu'il y a quand même des risques de vol quand vous avez votre télescope dans votre jardin. C'est malheureusement déjà arrivé pour certains astronomes. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors commençons par le commencement, fort logiquement la question de l'alimentation. Quand vous êtes en nomade, vous partez sur des batteries. Alors il y a ce modèle-là que je ne saurais que vous conseiller parce que franchement il est top, j'en ai carrément deux. Donc c'est les grosses batteries de chez Omegon Pro. Ça fonctionne très bien, notez quand même qu'en hiver, par température négative, l'électrolyte à l'intérieur va avoir tendance à geler. À ce moment-là, la batterie perd complètement sa puissance et tout s'éteint. Donc, il faut l'isoler un minimum. Vous pouvez la mettre tout simplement enrubanée dans un grand sac. Ça va isoler suffisamment et ça marche très bien. En tout cas, moi, je l'ai utilisé par température négative à Saint-Véran et ça passe. L'inconvénient de la batterie, c'est bien évidemment l'autonomie. Or, si vous avez résistance chauffante, plus monture, plus caméra, guidage, très vite, vous allez être limité, donc il va falloir songer à alimenter votre instrument par de l'alimentation secteur. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous apprendre ce que c'est qu'un adaptateur secteur, ça vous connaissez. Moi, le premier conseil que je vais vous donner, c'est celui de mettre tout simplement une prise extérieure à votre maison. Alors là, il y a une technique très simple parce qu'on aurait tendance à faire venir un ouvrier pour aller percer le mur, etc., faire quelque chose d'un peu compliqué. En fait, c'est super simple à faire. Le truc, c'est que vous prenez une grande rallonge. Bon, là, j'ai une rallonge qui fait, je sais plus, 3 ou 5 mètres, quelque chose comme ça. L'idée, c'est de couper le bout femelle. Vous le coupez comme ça, hop. Et vous allez relever, bien évidemment, le diamètre. Et là, on va percer un trou de ce diamètre. Alors, par exemple, si vous avez une baie vitrée avec du faite en PVC, on peut tout à fait le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai percé ça, j'ai passé mon câble. Ensuite, je l'ai fixé avec des mastiques, du pistolet à colle, des choses comme ça, dans la direction de là où je voulais le placer. Et j'ai mis une prise extérieure que vous allez trouver dans un magasin de bricolage. Et là encore, je l'ai collé et après ça, aucun problème. Là, faites ce que je dis, pas ce que je fais, n'oubliez pas de mettre un joint. Un peu de silicone ou même de la colle tout simplement. Ce sera très bien pour éviter quand même les courants d'air et puis les saloperies, etc. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir couper le courant à l'intérieur de la maison tout simplement par une multiprise ou en débranchant la fiche qui est de l'autre côté.
Donc là, vous avez la main sur le fait qu'on ne peut pas vous piquer l'électricité par l'extérieur. Si jamais il y avait des vrais problèmes de flotte, etc., alors normalement, vous mettez un bloc extérieur, donc normalement, ça tient la flotte, mais si vous avez coupé là, il n'y a pas de risque de court-circuit et tout ça. Et en fait, vous avez une prise à l'extérieur. Après ça, vous tirez une rallonge en direction donc de votre jardin. Si vous allez directement sur un poste fixe, vous pouvez faire la même opération, mais avec une rallonge beaucoup plus grande, et là, vous la passez carrément sous terre. Si par contre, vous faites ça, effectivement, attention à une chose hyper importante. C'est que maintenant, tout ce que l'on met sous terre doit être identifié pour éviter les accidents. C'est-à-dire, s'il y a du gaz, par exemple, vous devez mettre... C'est des espèces de plastique un peu carré comme ça, entourant la conduite de gaz avec un code de couleur donné. Pour l'électricité, il y a un autre code couleur. Pour l'eau, il y a un autre code couleur, etc. Ce qui veut dire que si un jour quelqu'un creuse, il va tomber sur le truc en plastique et il va avoir le code couleur et il va savoir, attention, là il y a de l'électricité, attention, là il y a du gaz, attention, là il y a de l'eau. Donc ça, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément et moi je vous conseille quand même de le faire. Donc après ça, vous prenez finalement une très grande rallonge, idéalement éventuellement vous la mettez carrément dans une gaine et vous tirez ça en direction de l'endroit où vous allez faire votre poste fixe. Mais dans un premier temps, en tout cas, déjà simplement la prise murale extérieure, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous tirez une rallonge vers le setup. Dans la même idée, bien évidemment, vous pouvez penser à faire ça aussi pour la connexion informatique. Un RJ45 qui ira directement vers votre box, ce serait clairement l'idéal. Notez, et on va en parler, que si vous faites ça, vous n'allez pas forcément pouvoir tout faire si vous utilisez par exemple un ASIR. Et globalement, si vous utilisez ces petits systèmes, ça peut être éventuellement aussi d'autres trucs comme les Stellarmate ou autres. Quoique le Stellarmate, j'ai pas essayé le truc, mais on va en parler également. Vous avez ensuite votre instrument et là, va falloir bien évidemment l'automatiser. Je vous ai fait un épisode sur le montage de l'EAF, etc. et les réglages, pas de souci. Je vous ai fait un épisode sur finalement comment installer une caméra, un diviseur optique avec une caméra de guidage, etc. sur votre instrument. Tout ça, ça ne devrait pas vous poser de problème maintenant. Vous pouvez très bien avoir un setup avec un appareil photo numérique. Notez quand même que ça va faire des clics, etc. Ça va vite faire de l'usure. Donc songez quand même assez vite à une caméra comme celle-là. Ensuite, vous avez votre monture. Bien évidemment, il va vous falloir une monture GoTo. Ça, c'est absolument indispensable et motorisé sur les deux axes pour pouvoir faire de l'autoguidage. Là, vous avez par exemple un ASIR pour pouvoir piloter tout ça. Alors, c'est vachement bien, mais c'est quand même fermé. Alors, pour les montures, il n'y a pas de restriction. Par contre, pour les caméras, vous êtes obligé d'utiliser Zuo. Pour le moteur de mise au point, c'est la même chose. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Quelles sont les alternatives ? Vous avez ça, par exemple. Ça, c'est Stellarmate X. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de sortie 12 volts. Là, c'est un PC mêlé, en fait, ce qu'il y a dedans. Mais en fait, avec des Y comme ça, vous allez pouvoir éventuellement faire vos câblages et puis éventuellement, idéalement, avoir deux adaptateurs secteurs, l'un pour la caméra et puis le PC de commande et l'autre pour la monture. Donc un PC mêlé comme ça, celui-là c'est Stellarmate, c'est une solution informatique et qui est en fait quelque part un petit peu la base de l'ASIR, mais avec une interface utilisateur qui est quand même un petit peu plus contraignante. C'est écrit très petit, donc il faut avoir soit un très grand smartphone, soit carrément une tablette pour le piloter. Vous pouvez mettre sur ce genre de PC mêlé également tout simplement Nina avec Windows 10. Ça, c'est possible également. Windows 11, je ne sais pas si ce sera supporté. Globalement, ça avance. Et puis après ça, vous avez carrément des PC beaucoup plus Windows également. Alors ça, par contre, c'est un PC tablette, mais c'est un PC Windows. C'est Windows 10 que j'ai là-dessus. Et puis là, par contre, il a un petit défaut, c'est qu'il a juste une prise qui permet soit la recharge, soit de connecter un périphérique. Mais on pourrait tout à fait envisager là, ici, de mettre un petit hub et de brancher la caméra, donc le moteur de mise au point et tout ça. Alors, il vaut mieux que ce soit un moteur de mise au point alimenté en 12 volts. Donc avec ça, vous allez pouvoir tout connecter en fait et vous pourriez piloter votre PC avec Nina ou Prism. Mais en fait, l'idéal, c'est plutôt d'avoir Nina ou Prism sur le PC mêlé et d'utiliser ce truc-là pour vous connecter en remote dessus. Donc là-dessus, il faudra avoir un Windows 10 ou Windows 11 serveur pour pouvoir vous connecter dessus à distance avec celui-là. Mais ça, c'est une solution qui est franchement pas mal du tout. Une des questions qui va se poser, c'est que si vous avez un ASIR, vous n'avez peut-être pas forcément, ou même un Stellarmate, vous n'avez pas forcément une connexion très très bonne. La solution, eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un VoNets.
Ça se branche sur le port RJ45 de l'ASIR et ça se branche donc ici sur la connexion, sur une sortie 12 volts. Ce truc-là, ça va vous créer un point d'accès Wi-Fi que vous allez pouvoir accéder avec votre smartphone ou avec votre PC. L'énorme intérêt de ça, c'est que ça a une portée et une puissance bien supérieure. Et il faut savoir que quand vous avez une baie vitrée, eh bien, souvent, il y a des films à l'intérieur de la baie vitrée, ou des fenêtres, hein, bien évidemment, des doubles vitrages et tout ça, qui vont avoir pour effet de faire un peu cage de Faraday. Donc vous avez une mauvaise réception, mais avec ce genre de truc, vous pouvez accéder à votre ASIR, par exemple, depuis l'intérieur de la maison. L'idéal serait bien sûr de pouvoir vous connecter en RJ45 pour des questions de débit. Quoique ce truc-là, le débit n'est pas forcément si mauvais que ça. Alors plus vous êtes en ville, plus il y a de Wi-Fi de partout. Et vous aurez peut-être noté par exemple que le soir, le débit de votre Wi-Fi est catastrophique, alors qu'au petit matin, il est généralement meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gens qui sont connectés. Le Wi-Fi, ça reste quand même une bande passante qui est partagée entre tous les différents utilisateurs qui sont dans les environs. Donc le RJ45, ça pourrait être l'idéal, mais attention à quelque chose d'important. Si vous utilisez un switch comme celui-là, ou si vous utilisez une connexion via votre box, donc par exemple de votre ASIR à votre box et ensuite de votre box à votre PC, que ce soit en RJ45 ou en Wi-Fi, eh bien vous n'allez pas forcément pouvoir accéder à votre ASIR depuis votre PC. Il y a un gros problème à ce niveau-là pour des questions un peu diverses et variées. Votre PC, si vous voulez vous connecter à l'ASIR, c'est possible de le faire. On va utiliser pour ça BlueStacks 5, qui est un émulateur Android, et on va télécharger l'application Android de l'ASIR pour se connecter sur votre ASIR. C'est génial, franchement c'est super confortable, parce que vous pilotez l'ASIR à la souris et tout ça, vous avez un grand écran devant vous, etc. Mais vous avez nécessité d'avoir une connexion directe de l'un à l'autre. Donc, soit votre PC est connecté en Wi-Fi, soit sur l'ASIR, soit sur le VoNets, soit votre PC est connecté directement en RJ45 sur l'ASIR. Et là, pensez à un truc. Vous allez prendre votre smartphone, vous allez vous connecter sur l'ASIR. Et dans les paramètres de l'ASIR, vous avez dans les paramètres l'adresse IP du filaire de votre ASIR. Et là, il va falloir sur le PC vous configurer pour être sur ce sous-réseau-là. C'est ça qui est un petit peu chiant. Je vous mets bien évidemment les fenêtres qui correspondent à l'écran. Ça, c'est le petit truc à faire. Et là, à ce moment-là, votre PC va arriver à reconnaître l'ASIR et BlueStacks va arriver à se connecter dessus. Le problème, c'est que ce n'est pas le même réseau que votre réseau de maison. Et c'est pour ça qu'en fait, l'un et l'autre ne vont pas franchement arriver forcément à bien se connecter l'un à l'autre. Et donc, comme vous venez de le voir, on a dû assigner une adresse IP fixe au PC qui est la même que celle de l'ASIR, mais avec +1 tout simplement pour le dernier octet. Alors par contre, après ça, sur BlueStacks, vous voyez qu'il a détecté l'ASIR, mais qu'il ne va pas réussir à se connecter systématiquement. En fait, si vous êtes en connexion Wi-Fi sur l'ASIR ou sur le VoNet, ça va marcher, mais en filaire, ça ne va pas fonctionner. Vous allez devoir donc saisir manuellement l'adresse IP de l'ASIR, et là, ça va fonctionner. Donc ça, c'est le petit problème qu'il y a. Ça prend un tout petit peu de temps, donc bien noter dans un post-it vos adresses IP respectives. Et là, c'est celle de l'ASIR que l'on va placer, bien évidemment. Mais après ça, vous allez voir, ça va fonctionner super bien. Alors si maintenant vous voulez vous connecter à un PC Windows 10 ou Windows 11 à partir de votre PC, voici la démarche à suivre. Alors personnellement, j'utilise le Windows Bureau à distance, donc le Remote Desktop. Ça marche très très bien, c'est Microsoft qui le fait, c'est gratuit. Par contre, il faut avoir un Windows Server sur le PC du télescope. Donc Windows 10 ou Windows 11, ça fonctionne très bien pour les deux, il n'y a pas de souci. Sur le PC du télescope, vous allez devoir activer ça. Donc vous allez en fait tout simplement dans Paramètres, Système, Bureau à distance, et vous faites autoriser les connexions Bureau à distance, ce qui va ouvrir le port 3389 qui va permettre du coup la connexion à distance. Et après, sur votre PC, là cette fois sur lequel vous êtes, donc à l'intérieur de la maison, vous allez entrer l'adresse IP 2.3389 qui est le port donc sur lequel vous allez vous connecter, vous faites connexion. Il y aura un user mot de passe à mettre qui est celui de la session du Windows qui est donc sur le PC du télescope. Ça va fonctionner super bien. Il existe également une application sur smartphone qui permet de faire exactement la même chose. Alors là, il y a un petit coup de main à prendre entre basculer en mode clé
clavier, mode souris et tout ça, mais là aussi ça fonctionne. Et je pilote aussi mon observatoire avec donc mon iPhone. Par contre, si vous avez votre ASIER qui se connecte à votre box, parce que c'est faisable, hein, que ce soit en filaire ou même de dire à votre ASIER de se connecter à votre box en Wi-Fi, votre iPhone sera capable de le faire, ou votre téléphone Android. C'est un problème lié clairement, apparemment, à la configuration du PC. Dites-vous que là, quand même, en tout cas, ça va être vraiment l'idéal d'arriver à vous connecter sur votre ASIER ou sur un PC mêlé ou autre à distance. C'est vraiment super confortable. Vous allez pouvoir être confortablement au chaud pendant que le setup fait le boulot. Après, je ne vous fais pas l'offense de vous expliquer comment fonctionne l'ASIER. Ça reste hyper convivial. Si vous voulez vraiment que je vous fasse un jour un épisode complet de tutoriel pour la prise en main de l'ASIER, moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Je pense que ce sera une redite parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui l'ont fait. Je pense notamment à la chaîne, je crois que c'est Famille Astro qui a fait du super boulot. Si vous voulez apprendre à utiliser Prism, c'est Famille Astro et la chaîne aussi de Cyril Cavador, hein, donc Alcor System. Et si vous voulez utiliser Nina, vous avez aussi, je crois, chez Famille Astro et vous en avez aussi chez Elsa Astronomie. Donc il y a vraiment de quoi apprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors le dernier point à considérer, c'est celui de la sécurité. Et après, on va reparler de la question de si vous voulez vraiment faire un poste fixe dans votre jardin. La question de la sécurité, c'est bien évidemment le risque de vol. C'est déjà arrivé que des gens se fassent voler leur setup dans leur jardin. Ça peut être par des voisins, ça peut être une commande, etc. Donc méfiez-vous quand même un petit peu de ça. L'idéal, ce serait d'enchaîner tout le setup au sol. C'est un peu compliqué quand même, c'est un peu surdimensionné. Enfin voilà, non, ce sera bien dimensionné, mais c'est quand même un peu compliqué. Le minimum, c'est une alarme de vélo. Alors il y avait Mathieu de la chaîne SMG qui avait fait un truc dessus. Je vous mets le lien dans la description. Ça peut être une bonne solution. Dites-vous quand même qu'une alarme de vélo, à la limite, si on est bien gros gaillard, on saute un grand coup dessus, crac, si ça se trouve, potentiellement, on l'a détruite d'un coup. Donc si vous comptez laisser le setup tourner toute la nuit, voilà. La deuxième possibilité, c'est une alarme plus globale sur le jardin et tout ça. Et là, pensez quand même à un truc hyper important. C'est que, alors les volatiles et les animaux pourraient la faire sonner, ok. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des alarmes avec une émission infrarouge. Si l'émission infrarouge part du setup et va vers l'extérieur, donc toute personne qui s'y approche se fait voir par l'émission infrarouge, c'est pas trop gênant. Mais dites-vous que votre instrument, suivant les filtres que vous mettez, alors spoil, les L Pro, les L Quad Endant System, filter, etc., il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que si vous êtes en caméra couleur ou monochrome, selon les filtres que vous allez utiliser ou l'absence de filtre, vous pourriez être sensible aux infrarouges de votre système de sécurité. Donc il vaut mieux partir du pied et aller vers l'extérieur plutôt que d'avoir un truc qui va vers l'instrument. Même si ce n'est pas impossible de le faire à partir du moment où il y a les filtres qui vont bien. Moi, j'ai pu remarquer vraiment que ça va bien se passer si vous avez un filtre L Quad Endant Filter ou un filtre L Pro. Ça marche. Pour les filtres monochromes, par exemple, ou si par exemple, vous voulez vraiment shooter dans le domaine de l'infrarouge, là, ce sera peut-être plus problématique. Donc ça, c'est hyper important de penser à cette solution-là. L'alarme de vélo, c'est vraiment le minimum, j'ai envie de dire, mais sécurisez votre truc. Vraiment sécurisez votre truc quand même, ça c'est important. Ensuite, si jamais vous voulez faire à un moment donné passer sur un poste fixe, dites-vous que sur un poste fixe, vous allez avoir d'autres ennemis dont on va parler vraiment dans l'épisode sur le remote et sur tous les problèmes techniques qu'on pourrait avoir. Mais en fait, si vous allez vouloir faire un poste fixe, une solution minimaliste pour débuter, j'ai envie de dire qu'un setup comme celui-là, ou peut-être un peu plus gros, une solution qui pourrait être peut-être pas mal à réfléchir, pourquoi pas utiliser les gros coffres pour le compost, faire une solution peut-être un peu plus basse, ou quitte à la réélever d'une façon ou d'une autre, et d'avoir l'instrument dans le coffre de compost, mis à l'horizontale, et puis ensuite d'ouvrir le coffre. Vous voyez un peu le genre de bricolage qu'on pourrait avoir pour pouvoir mettre un setup qui soit rangé. Et après, bien évidemment, là, vous êtes chez vous, donc vous allez mettre les bâches qui vont bien par rapport à l'humidité, par rapport aux poussières, par rapport aux animaux, etc. Et en fait, d'ouvrir et de fermer par vous-même. Si vous avez des idées justement là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller sur le serveur Discord de la communauté Astro. Il y a toute une section sur la fabrication des observatoires et il y a pas mal de personnes qui pourront vous donner des astuces.
Mais dites-vous que le poste fixe, c'est vraiment une solution géniale pour beaucoup utiliser votre instrument. Sachez que globalement, il y a quand même une partie du matos qui est un peu tropicalisée. C'est quand même vendu un peu à l'international. Donc vous allez potentiellement avoir des astronomes qui habitent dans des régions humides qui risquent d'acheter ce matériel-là. Donc si vous le protégez quand même un minimum de l'humidité, c'est un matos qui va quand même pouvoir supporter, sous bâche, d'être entre guillemets un peu à l'extérieur en permanence. Voilà, un petit peu. J'ai cet épisode qu'on avait fait avec Freddy qui vous donnera beaucoup de très bonnes astuces. Faire une colonne, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on trouve la platine pour l'adapter et mettre votre monture. Si vous allez vraiment dans la direction d'un poste fixe, j'ai envie de dire c'est un peu la deuxième étape. Et là-dessus, il y a une platine que je vous conseille, c'est la platine de SkyMecha et vous la trouverez chez Pierrot Astro. Donc là, vous dites que vous l'achetez de ma part, ça lui fera toujours plaisir de le savoir. Et j'espère que cet épisode vous aura donné pas mal de bonnes astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire et on y reparlera dans les épisodes à venir. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à aller consulter toutes les playlists et tout ça, puisque déjà, pour toute l'automatisation de votre setup, il y a beaucoup de choses. Et je vous donne rendez-vous bientôt à l'avenir sur la chaîne pour des nouveaux épisodes pour vous permettre de tirer encore le meilleur de votre setup. Merci, au revoir.